Retour sur le plateau de NCI 360 et à la une de l'actualité, ce rapprochement entre Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié-Evelyne. Tout à fait, rapprochement entre Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Les deux hommes se sont parlé et à la fin de la rencontre, le président Bédié annonce un projet de dialogue national avec Laurent Gbagbo, selon lui, pour accélérer la réconciliation. Écoutons-le. Daoukro accueille l'ex-président Laurent Gbagbo dans une ambiance de fête. L'ancien pensionnaire de la prison de Scheveningen à La Haye est venu s'entretenir avec le président du PDCI, Henri Konan Bédié, 2 semaines après son retour au pays. Partisans de Gbagbo et du PDCI exultent. Au programme, échange de civilité et de présent, la rencontre prend une allure de retrouvailles, mais cette visite est aussi hautement politique. Au départ, je ne voulais pas faire de politique aujourd'hui ici. Est-ce que Gbagbo Laurent peut rencontrer le président Henri Konan Bédié sans que ça soit de la politique? Est-ce que le parcours que j'ai, je peux prendre la parole en Côte d'Ivoire sans que ce soit la politique? Donc, assumons, je fais la politique. Le mot réconciliation qu'on n'a pas beaucoup entendu depuis son retour le 17 juillet dernier est enfin lâché. Ça me donne du baume au cœur parce que à tout moment on a souhaité que nos leaders politiques s'asseyent autour d'une même table. Donc quand le président Laurent Gbagbo rentre au pays et qu'il décide de venir saluer son frère Henri Konan Bédié, nous pensons que c'est une très bonne chose. Et cela va dans le sens de la réconciliation nationale. Peut-être que les autres rencontres vont suivre. Bon, ça me fait plaisir et j'aimerais qu'ils s'entendent, c'est tout. Ça me fait plaisir. Laurent Gbagbo est rentré à Abidjan le 17 juin avant de se rendre dans son village natal de Mama dans le centre-ouest. Il a ensuite séjourné à Kinshasa en RDC au début du mois de juillet pour une visite privée à l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, avec lequel il s'est lié d'amitié lors de leur détention à la CPI. Cette visite à Henri Konan Bédié est la première à relance politique. Elle sonne comme un retour officiel dans l'arène politique ivoirienne. Vas-y, ok. Voilà, retour, monsieur, cette rencontre entre le président Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Réaction, Félix? Ben, moi, Réaction sur la forme, sur le fond, sur les discours qui ont été prononcés? Sur la forme, on est habitué à ces images, les accolades, les grands sourires entre nos acteurs politiques. C'est-à-dire ces mariages qui se font et se défont au point où moi, je ne suis ni chaud ni froid en regardant ce genre d'images parce que c'est du remake, c'est du déjà vu. Il faut maintenant voir ce que ça va donner, quel sera le lendemain, ce que ça va donner. Parce que hier, c'était le grand frère et le petit frère. Avant-hier, c'était d'autres camarades dans le front républicain. En tout cas, c'est la quadrature du cercle qui continue et je ne sais vraiment pas s'il faut vraiment saluer ces initiatives ou les vilipender, mais on regarde pour voir ce que ça va donner. Dans le fond des discours, je crois que dans la forme, il y a quand même quelque chose qui marque aussi. Vous voyez que... Peut-être on me dira encore c'est la vie privée, mais la vie privée, quand elle devient publique, elle n'est plus privée. Hein. Le président Gbagbo est en train de se remettre en selle politiquement, mais en même temps, il se remet en selle politiquement avec des éléments qui éventuellement pourraient fragiliser cette remise en selle parce qu'on voit maintenant à côté de lui celle qu'on appelle la grande dame, là où l'ex-première dame a fait une sortie il y a quelques jours. Et quand vous lisez ce discours, vous voyez une dame qui est enceinte de, je dirais, qui a dépassé le terme de 9 mois, qui n'a pas encore accouché. Vous faites allusion à qui? Je parle de Mme Simone Veil Gbagbo, qui a fait un discours qui en dit long, très énigmatique, qui laisse planer beaucoup de suspense par rapport à l'avenir politique de FPI et même de Laurent Gbagbo. Et donc, du coup,
Ce sont des images qui, parfois, moi, me laissent un peu perplexe et j'attends de voir ce que ça va donner parce que l'imbroglio politico-sentimental de M. Gbagbo continue de le suivre. Et qu'est-ce que cela va donner par rapport à son ascension politique et à sa relation avec le PDCI? Qu'est-ce que le PDCI pourra tirer de ce Laurent Gbagbo revenu de 10 ans d'exil qu'on attendait d'une autre manière et qui, au point de vue de la communication, est affaibli par l'imbroglio politico-sentimental dans lequel il se retrouve aujourd'hui. Donc, on attend de voir les... De quelle manière on l'attendait? Je pense que ces militants l'attendaient de façon très unie, cohérent, comme un héros qui est parti, qui revient au pays de façon très unie. Et quand il arrive et que le premier acte du point de vue communicationnel qui a eu beaucoup de retentissement a été son divorce, qui a été sur la place publique, divorce avec l'ex-première dame. Du coup, aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher. Le FPI de Laurent Gbagbo se retrouve très divisé en 3 grands morceaux. Le morceau d'Afingissant qui reste encore tout entier. Le morceau maintenant détenu par Simone Gbagbo, soutenu par beaucoup de gens qui sont sous le choc de ce divorce dont elle est l'objet. Et puis le morceau des fidèles des Gbagbo-Oriens qui sont encore derrière Laurent Gbagbo. Donc voilà un peu quel FPI, quel rendez-vous du donner et du recevoir que Gbagbo, à quel rendez-vous du donner et recevoir Gbagbo va avec Henri Konan Bédié. On va voir. André Sylvain-Conon. Oui, moi j'aimerais relever la symbolique. Vous voyez, il y a plusieurs symboliques. Hein. Pour moi, cette visite rentre davantage dans le domaine des symboles plutôt que de l'événement politique majeur. Parce que l'événement, c'était la visite du président Henri Konan Bédié au président Laurent Gbagbo à Bruxelles. Voilà, et ça, c'est comme le président Gbagbo lui-même l'a souligné, c'est un acte de reconnaissance et de réconciliation. La symbolique, c'est cette image sur le lac de Bédié-Cros. On a déjà vu Guillaume Soro sur ce pont du lac de Bédié-Cros. On aurait bien aimé voir le président Bédié chez d'autres leaders. Bon, c'est toujours lui qui reçoit. C'est déjà une bonne chose. Dans la forme, je retiens quand même que il y a eu, si vous voulez, certaines personnes reprochent au président Gbagbo de revenir sur le passé, mais il faut bien le comprendre, la vie s'était arrêtée pour lui. Nous, on a évacué certains sujets, voilà, mais lui, la vie s'était... Quel sujet, par exemple? Non, qui a gagné l'élection, voilà, tout ça, on a évacué cela. Lui, aujourd'hui, il continue de poser le problème. C'est normal, la vie s'est arrêtée pour lui. Je me réjouis surtout de la rencontre elle-même, en tant que elle rassemble 2 éminentes personnalités. Cette réconciliation entre les deux personnalités, qui n'est pas la réconciliation, doit pouvoir inclure d'autres personnalités. Maintenant, dans le fond, j'ai relevé quand même 2 petites contradictions dans ce que le président Laurent Gbagbo a dit, et je sais que c'est cela qui ne va pas beaucoup plaire à mes amis Gore. La première contradiction, c'est concernant le respect des tests. Le président Gbagbo a insisté là-dessus en parlant du respect des tests. Mais voyez-vous, on a un test en Côte d'Ivoire sur le mariage. Vous voulez parler des tests de la Constitution? On a un test, oui, on a un test sur le mariage. Et l'article 39 de la loi sur le mariage dit que nul ne peut réclamer les titres d'époux et les effets civils du mariage s'il ne représente pas un acte de célébration. Quand le président Laurent Gbagbo dit de Nadi Bamba, ma petite femme, c'est un effet du mariage. Et ça trahit donc... On n'a pas dit son épouse. Non, ma petite femme. Je n'ai pas dit mon épouse, ma petite femme. Voilà. Officiellement, ça pose un petit problème. Voilà, parce que, vous voyez, dans l'engagement public d'un homme politique, il doit avoir une ossature incompressible. À savoir que la pensée, la parole et l'acte doivent coïncider. Mais quand vous prenez une position qui n'est pas en conformité avec l'acte que vous posez, moi, ça me pose un problème. Ça, c'est la première chose. La deuxième contradiction que j'ai relevée, c'est concernant le 3e mandat. Le président Gbagbo a dit qu'il s'était opposé au 3e mandat. Je n'ai pas vu cela. Voilà, il a lui-même parlé de l'interview à TV5, mais dans cette interview que je vous invite à aller revoir, il a dit qu'il comprenait et partageait
ceux qui manifestaient contre le troisième mandat. Mais il ne s'était pas prononcé contre le troisième mandat. Et il l'a fait 2 jours avant la présidentielle. Et cela pose encore un problème de test parce que le Conseil constitutionnel avait validé la candidature du président Alassane Ouattara. Très bien, professeur. Oui, alors, on parle ici de Laurent Gbagbo. Il faut peut-être qu'on se dise qui est Laurent Gbagbo. Je ne vais pas refaire sa vie. Quelqu'un avec qui j'en parlais un jour, parce qu'on fait des analyses parfois sur ces hommes politiques, Gbagbo, Ouattara, Bédié, et il me raconte une histoire qui a valeur d'anecdote. Laurent Gbagbo est élève au lycée classique, m'a-t-il dit, et ils font un cours de latin. Et pendant le cours de latin, on parle du lion qui partage la viande avec les autres animaux, et le lion prend toutes les parts. Et en latin, on demande au lion, mais pourquoi tu fais ça, la chèvre? Et il dit, parce que je m'appelle Lion, qui a nominor Léo. Alors, au sorti du cours, Gbagbo se retrouve réfectoire avec ses amis, et quand il s'assoit, il dit à l'un, toi tu me donnes ta viande. Et au deuxième, toi tu me donnes ta viande, et il le fait pour tout le monde. Alors il y a un qui lui demande, mais pourquoi tu veux qu'on te donne nos viandes? Et Gbagbo qui lui répond, qui a nominor Gbagbo, parce que je m'appelle Gbagbo. Je le dis parce que c'est quelqu'un qui a une certaine idée de lui, qui fait fusion avec la Côte d'Ivoire et qui pense, et il a dit dans son discours à Daoukro, qui pense que tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit, ça le met au cœur de la politique en Côte d'Ivoire. Et cette visite-là nous dit, Gbagbo vient prendre toute sa place, qui n'est pas une place marginale, mais qui est une place centrale dans la politique de notre pays. Et vous voyez que tout ce qu'il est en train de dire, tout l'univers thématique et conceptuel de Gbagbo, c'est « je veux être un acteur essentiel du processus politique ». Seulement, il l'a dit aussi dans son intervention, il sait que la grande attente des Ivoiriens, c'est la réconciliation. On a dit dans le reportage qu'il a dit le mot réconciliation. Il sait que c'est l'attente des Ivoiriens. Il sait qu'il y a beaucoup de discours qui sont attendus, mais nous, ce que nous attendons d'eux, ce sont les discours, mais surtout des actes. Parce qu'il faut bien qu'un jour, on passe aux actes. Mais les actes, ça veut dire quoi? La nécessité qu'on se mette ensemble. Quand ils se seront parlé, et on l'a dit ici sur ce plateau il y a un temps, quand ils se sont parlé, ces 3, il y en a 2 qui viennent de se parler, qui vont se parler, mais il y a un 3e qui exerce le pouvoir d'État, à qui il faut parler, avec qui il faut parler. Ce qui nous menace aujourd'hui, c'est plus grand et c'est plus grave que ce qui nous a divisés. S'ils en sont conscients, c'est une bonne chose. Mais vous voyez que dans le passé, il y a eu ce genre d'image. Il y a eu une image Gbagbo et Ouattara où on était encore plus jeunes, mais où on a entendu l'un des deux dire « celui-ci est mon ami ». 1995. Bon. Mais c'est la mathématique du pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est ça. Il y a un triangle de Bermude, on se met à 2 contre 1. Donc, quand il y a eu le Front républicain, RDR, FPI, c'était contre M. Bédié. M. Bédié est parti. Après, on a eu droit à la même image entre M. Bédié et M. Ouattara. M. Gbagbo est parti. Aujourd'hui, on a droit à une 3e image. M. Gbagbo, M. Bédié. Est-ce que ça se constitue contre M. Ouattara? C'est ce que nous voyons venir. Mais ce que je veux dire, c'est on peut être assis sur le même toit et ne pas voir les mêmes horizons. Ils étaient assis sur le même toit quand Bédié était au pouvoir. Quand Bédié est parti, ils ne nous ont pas montré qu'ils voyaient les mêmes horizons, puisqu'ils se sont divisés. Ensuite, M. Bédié et M. Ouattara contre M. Gbagbo nous ont montré qu'ils ne voyaient pas les mêmes horizons, même s'ils étaient assis sur le même toit, ils se sont séparés. Ces 2 qui sont assis là, est-ce qu'ils voient les mêmes horizons quand ils auront atteint leur objectif? Dites-nous. Moi, je me pose la question. D'accord. Guillaume Bateau. Oui, bon, peut-être que c'est moi qui suis... Je crois que mes amis sont un peu... n'ont pas entendu le discours du président Bédié aujourd'hui. Parce que s'ils avaient écouté le discours du président Bédié, ce discours répond à beaucoup de préoccupations qui sont soulevées sur ce plateau. Si vous le permettez, on écoute le président Bédié, on revient à vous tout de suite. Mon ambition pour la Côte d'Ivoire est très grande. Je veux apporter toutes mes forces, les forces qui me restent, à la réconciliation vraie de notre pays. Nous devons donc engager, sans tarder,
un grand projet de reconstruction de notre pays à travers un dialogue national inclusif dont le pays ne peut faire l'économie. Nous continuerons à approfondir les contours de ce projet de réconciliation pour le présenter à la nation tout entière. Diom Bato, on revient à vous. Oui, je disais que il me semblait que mes amis n'ont pas écouté ce discours et que, en tout cas, moi, je l'ai écouté, je l'ai lu. Je pense quand même que c'est un discours novateur et fondateur. Quels sont les éléments qui fondent... Premièrement, et dans l'extrait que vous avez diffusé, le président Bédié dit je vais faire cette accusation de toutes mes forces, les forces qui me restent. Ça veut dire que le président Bédié acte le fait qu'il n'a plus assez de forces, et il n'est plus en capacité de se battre encore pour 2025. Moi, c'est l'analyse que je fais. Mais il va au-delà. Dans le discours, il reprend aussi le concept de dialogue national inclusif. Une autre façon de présenter les états généraux de la République dont avait parlé le président Affi-N'Guessan depuis sa sortie de président en 2013. Et il dit dans le discours aussi que le président Ouattara doit jouer un rôle essentiel dans cette réconciliation. Ce qui est important, vu la posture et l'évolution des choses. Quand moi je mets tout ça bout en bout, je dis, de mon point de vue, ce discours de Daoukro, de mon point de vue, est un tournant important parce que, le président Bédié actant sa retraite quasiment, rebat les cartes. Ensuite, il remet la balle dans le camp du président Ouattara en lui disant qu'il faut qu'il s'implique dans cette réconciliation, dans ce dialogue inclusif national dont le pays ne peut faire l'économie. On se rappelle qu'il y a quelques jours, Mme Simone Gbagbo aussi avait eu à peu près la même posture, plaidant auprès du président de la République de faire encore des efforts. Quand on sait que le président Ouattara, il y a quelques mois ou quelques semaines, avait missionné le Premier ministre Achille Patrick pour que Bédié revienne au RHDP, je me demande bien comment il pourrait refuser aujourd'hui la main tendue que Bédié a en son endroit. L'un dans l'autre, ou de façon globale, je dis, on va prendre le temps d'analyser le discours du président Bédié d'aujourd'hui. Il va au-delà de ce qu'on a vu jusque-là. Et je pense que si tout le monde s'engage dans ce dialogue national inclusif que nous avons réclamé ici, sur ce plateau, à plusieurs reprises, et le président Bédié même va plus loin parler de nouveaux projets démocratiques dans son discours. Je crois que c'est des éléments assez importants et qui, de mon point de vue, tranchent avec ce qu'on a vu jusque-là. Montre que le Bédié a compris que c'est fini, il ne peut plus continuer. Et il invite le président Ouattara à un dialogue inclusif, à un nouveau projet démocratique qui forcément devrait acter leur retraite à eux trois. Et je pense qu'il faut les encourager dans ce sens. Aristide, vous n'avez pas encore réagi, allez-y. Oui, je crois que le professeur Dion a raconté une anecdote. Moi aussi, je vais essayer de raconter une, qui est d'un confrère, qui est un ami, je ne vais pas le citer, et qui m'a raconté cette histoire où il a commencé à militer au Front populaire ivoirien depuis qu'il a l'âge de 15 ans. Il a passé près de 30 ans dans ce parti. Et à la fin, ce n'est pas parce qu'il n'a pas gagné des biens de l'argent, ainsi de suite, mais surtout qu'il s'est rendu compte qu'il a été floué dans l'idéologie. Tout à l'heure, le professeur Dion a donc essayé de décrire ce personnage, Laurent Gbagbo. Je vais parler simplement. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Hein? Il ne pense qu'à lui, il ramène tout à lui, il ne pense qu'à lui. Et quand on a cette posture... C'est pas ce que je voulais dire. Hein. Oui, mais moi, j'interprète ce que vous avez dit. D'accord, très bien, laissez-le terminer. J'interprète ce que vous avez dit. Hein, il pense qu'à lui, il ramène tout à lui. Et à partir de ce moment, quand vous avez cette posture, l'expression qui va avec, c'est que vous êtes égocentrique. Et or, un homme d'État ne doit pas être égocentrique. Quelqu'un qui était président de la République, c'est quelqu'un qui est au service, qui manifeste le don de soi. Et vous voyez, depuis qu'il est revenu, le président Laurent Gbagbo, il n'a même pas fait quelques jours en Côte d'Ivoire qu'il est allé en villégiature au Congo, à un mariage. Ah oui. Vos mots sont forts, hein. Oui, mais je veux dire... Où vous voulez en venir, mais il est allé à un mariage au Congo.
C'est un voyage. La villégiature, c'est pas... Quand vous allez à la plage, vous allez à la villégiature. Le président de l'Union africaine aussi, non? Ouais. Donc, je finis. Guillaume Bato a parlé des États généraux de la République. Pourquoi est-ce que le gouvernement Ouattara avait botté ça en touche? Parce que justement, généralement, ceux qui sont les démocrates illibéraux aiment bien les débats, aiment bien les plateformes où on discute. Mais simplement que la conséquence de ça, c'est qu'on n'a pas une liberté d'expression, mais on a une liberté de bavardage. Et quand on a un gouvernement de mission, qu'on vient pour travailler pour le peuple, on n'a pas souvent le temps, surtout quand on sort d'une crise comme celle qu'on a connue en 2010, on n'a pas souvent le temps d'inscrire ça dans l'agenda. Aujourd'hui, en 2020, les conditions sont réunies et je pense que la prochaine étape qu'on attend du président Laurent Gbagbo, c'est, depuis qu'il est revenu, on ne l'a pas entendu s'adresser au chef de l'État, quand même, il est venu dans un village, il y a un chef qui est là. Donc, je pense que ce qui le gêne, c'est parce que depuis toujours, et d'ailleurs il a dit, il est revenu sur les élections de 2010, ce qui le gêne, c'est de peut-être parler au président et donner l'impression qu'il fait allégeance et qu'il reconnaît. Mais ils sont obligés, c'est un passage obligé. Aujourd'hui, on a avancé et vraiment 2010 est derrière nous, 2015 est derrière nous. Et je pense que la prochaine étape, pour qu'il entre dans la scène politique normale où on entre dans le processus de réconciliation, c'est de parler au président Ouattara. Aristide, André? Oui. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec l'expression « il allait en villégiature ». Je pense que c'est quand même un peu excessif. Le président Laurent Gbagbo est parti en RDC honorer un ami. Il y a une valeur de l'amitié qui est là. Mais il a quand même profité de ce séjour pour rencontrer des hautes personnalités, y compris la première personnalité du pays de la RDC, le président Tshisekedi. Et donc, ce voyage avait quand même sa valeur. Pour revenir au sujet, je ne crois pas que le président Henri Konan Bédié a annoncé sa retraite. Il a commencé son intervention par « mon ambition pour la Côte d'Ivoire ». Oui, et en 2010, il avait déjà annoncé son dernier combat. On est dans le temps du dernier combat. Non, quand un homme politique décide de prendre sa retraite, il le dit très clairement. Voilà. Donc, non, ce n'était pas du tout, pour moi en tout cas, ce n'était pas des prémices d'un départ à la retraite. Parce que, bon, après les actes, la mise en puissance de potentiels successeurs n'est pas très visible au niveau du PDCI. Mais le président Gbagbo a dit quelque chose qui me paraît quand même important. Mais j'aimerais relever que tout cela se passe derrière quand même quelqu'un qui a joué un rôle assez important dans le rapprochement, qui avait signé le premier communiqué après la rencontre entre le président Gbagbo et Henri Konan Bédié à Bruxelles, à savoir Narcisse Ndri, qui est aujourd'hui à la MACA. C'est vraiment l'ironie du sort. Je n'ai pas beaucoup entendu les personnalités parler de lui. Bon, bref, je n'ai pas participé à toutes les rencontres. Le président Gbagbo a dit quelque chose qui me paraît quand même assez important. Il a dit à Bruxelles, on lui a dit que le secrétaire exécutif du PDCI cherchait à le rencontrer. Il a dit, il vient chercher quoi vous savez, dans cette forme de boutade ironique, ironisante aussi, qui caractérise le président Gbagbo. Mais cela veut dire, en définitive, que c'est sans doute le PDCI qui est un peu plus demandeur. Voilà. Et ça pose le problème des alliances de ce parti politique, des alliances stratégiques de ces partis politiques. Et le président Gbagbo et le président Bédié, qui avaient déjà annoncé une sorte de prémisse d'alliance, parce que, rappelez-vous, il avait été décidé un conseil national paritaire de collaboration, CNPC. Si vous allez sur Internet, vous cliquez CNPC, vous verrez des références qui se sont limitées à la déclaration faite à la maison du PDCI. Donc, il n'y a vraiment pas eu de suivi. Tout simplement parce que le président Laurent Gbagbo n'était pas encore, il n'avait pas encore décidé de venir prendre sa place. Le président Gbagbo se présente comme le métronome. Le PDCI suit.
Très bien. Moi, j'aimerais Oui. quand même poser une Oui. question. J'aimerais revenir sur le jeu des alliances politiques. Finalement, selon vous, ces alliances-là se font sur la base de quoi? Des intérêts personnels, des intérêts de la nation? C'est des intérêts, des égos. Et c'est ce qu'il faut dire. Et moi, je réponds tout de suite à Aristide. Dites-moi lequel de ces leaders-là ne ramène pas tout à sa personne. Ouais. Je ne cite même pas un. Dites-moi lequel. Eux tous ramènent tout à leur personne. Que ce soit ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans l'opposition, ils se ressemblent tous. Alors là, sur ce plan, ils sont tous égaux. Deuxième élément, Guillaume, tu te trompes royalement. L'analyse du discours tel que tu l'as fait, c'est-à-dire ton analyse que tu fais, même les morceaux de discours que tu choisis, quand il annonce une nouvelle démocratie, mais le monsieur, il est en train de déballer son projet pour lequel il est en train de dire je vais m'investir de tout pour mes dernières forces là, je vais m'investir. Et quand quelqu'un dit je vais investir mes dernières forces, Didier Drogba sur le terrain là, quand il est en train de jouer ses dernières forces, il gagne parfois des buts avec et il nous qualifie. C'est-à-dire quoi? On a eu des gens qui ont investi leur dernière force en Zimbabwe, c'est-à-dire à un certain âge, et il a investi ses dernières forces. Les dernières forces de M. Bédié ne veulent pas dire qu'il est en train d'annoncer sa retraite. Il est en train d'annoncer peut-être l'ultime dernier combat, parce qu'il y a le dernier combat qui avait été annoncé, l'ultime dernier combat dans lequel il va s'investir pleinement. Et à côté de lui, et quand il a parlé, il a dit bien, mon ambition pour la Côte d'Ivoire est grande. À côté de lui, il y a aussi quelqu'un aussi qui écoute et qui prête attention à tous ces petits mots parce que lui aussi a déjà annoncé que 2025, ce n'est pas exclu. Et c'est pourquoi je rejoins encore le professeur Dion. Et pour répondre à la question d'Evelyne, ces alliances se font sur des égos, ces alliances se font sur on l'a dit, hein, c'est-à-dire les trois côtés du triangle, deux se mettent ensemble pour combattre l'autre. Et on est encore dans ce cercle. Et c'est la raison pour laquelle on continue, nous, certaines personnes comme nous, comme moi, nous disons, ces aînés-là, assez, ils ne sont pas les seuls intelligents. Regardez, que ce soit au FPI, au PDCI ou au RHDP, dites-moi quelle est la succession qui se prépare par rapport à 2025. Moi, je ne vois ni de successeurs qui se préparent au RHDP, ni au PDCI, ni au FPI. Et c'est la raison pour laquelle moi, personnellement, quand je me retrouve sur un plateau comme celui-ci, j'en appelle à des jeunes pour prendre leur destin en main. Emmanuel Macron n'a pas attendu qu'on le mette dans un cercle pour prendre son destin en main et pour voir la France se regrouper autour de lui. Félix, vous pouvez donner l'exemple. Hein, je vous l'ai dit cela une fois. Vous pouvez donner l'exemple, Félix. Ils prennent leur destin en main comment? Je ne sais jamais. Alors, elle pose une question. Comment ils prennent leur destin en main, les jeunes? Ils font prennent comment? leur destin en main comment? Emmanuel Macron faisait partie d'un groupe politique qui sort du clan politique, qui sort du gouvernement, qui crée l'incident, qui lance la République Félix, en marche. on a longuement fait ce débat. Félix, on a longuement fait ce débat. L'environnement en France n'est pas le même qu'en Côte d'Ivoire. Environnement des chers aînés. Je vais répondre à... Attendez. On laisse terminer en 30 secondes et je vous donne la parole tout de suite. Voulez-vous que l'environnement en France soit différent de l'environnement en Côte d'Ivoire? C'est pourquoi lorsque Aristide parlait tout à l'heure, il dit chez nous les Africains, je n'aime pas quand on indexe les Africains et qu'on pense que les Blancs ont un autre environnement tout autre que le nôtre. C'est le même environnement. D'accord, très bien. C'est votre point de vue. Ils ont le même cerveau. Je veux que... Bon, moi je comprends qu'on est dans un environnement, un pessimisme ambiant. Moi je comprends, mais je dis, c'est quoi le pessimisme oui, ambiant? ce que tu dis, il n'y a pas une autre lecture possible. Ça, c'est ton point de vue. Que selon toi, il n'y a S'il pas vous une plaît, vous n'allez pas parler ensemble, monsieur. Laissez Guillaume terminer, Félix. Oui, mais tu m'as dit que je me suis trompé. Non, je vous redonnerai la parole certainement. Laisse-moi aussi te répondre. Voilà. Allez-y, Guillaume. Tu es dans une situation d'hypnose. Pour toi, il n'y a pas une autre lecture possible. Ah oui, Je vous redonnerai la parole, Félix. Laissez Guillaume terminer. Parce que quand tu dis que je me suis trompé royalement, tu crois que ça me fait plaisir de t'entendre le dire avec autant d'aisance? Non. Je t'écoute, vas-y. Je dis, tu es dans une sorte d'hypnose. Oui. Et pour toi, je te demande gentiment de relire tout le discours du président Bédié d'aujourd'hui. Je peux peut-être me tromper, puisque l'erreur est humaine. Mais je dis, le texte que le président Bédié a lu et tout l'enjancement, moi, me laisse penser que le président Bédié est conscient qu'à 87 ans, il ne peut plus se battre pour conquérir le pouvoir d'État en 2025. Un. Deuxièmement, le président Bédié appelle à un dialogue national inclusif qui va déboucher sur la construction d'un nouveau projet démocratique.
C'est les mots en leur sens. Et dans ce dialogue et dans cette réconciliation, il dit que le président Ouattara a un rôle important à jouer. Je pense que, contrairement au discours qu'on a entendu jusque-là, et ce que tu dis justement, qui est que les deux se mettent ensemble et chassent l'autre, quand le président Bédié appelle le président Ouattara à s'impliquer dans une discussion pour reconstruire un nouveau projet démocratique, on n'est plus à deux, on est justement à trois. Et je pense que ce discours de Daoukro pourra être un discours fondateur, même si, comme beaucoup d'Ivoiriens, tu es dans une sorte de déni de la réalité. Mais je dis, les prochains jours, alors, l'argument que tu avances, c'est oui, on ne voit pas des cadres monter en puissance au PDC. Mais ils sont nombreux au PDCRDA qui peuvent demain être candidats. Ils sont nombreux. Y compris même au FPI, y compris au RHDP. 2025, c'est quand même dans 4 ans. Voilà. Donc, on ne peut pas dire... Moi, je vous invite à relire ce discours du président Bédié. Je dis que ce discours, pour moi, il y a des éléments nouveaux que je n'ai pas vus dans le discours politique, en tout cas de l'opposition et du président Bédié depuis de longues années. Et je suis convaincu que le président Bédié lui-même sait, en son fort intérieur, que ce n'est pas à 87 ans ou à 91 ans qu'on se bat pour reconquérir un pouvoir qu'on a perdu il y a 30 ans. Alors, j'ai juste envie de savoir, sur la base je vous redonne la parole tout à l'heure, s'il vous plaît. Ce que Guillaume est en train de dire, j'ai juste envie de savoir, est-ce que finalement le président Bédié est crédible pour porter le projet de réconciliation nationale quand on sait qu'au centre de ces alliances, justement, il y a le président Bédié qui, avant-hier, était avec le président Alassane Ouattara, et aujourd'hui, le président Bédié qui... Aujourd'hui, avec le président Laurent Gbagbo, finalement, est-il crédible? Je dis qu'il est crédible, puisque lui-même le dit dans son texte. Il rappelle justement au président Gbagbo que les événements que tu as vécus, c'est aussi le sentiment que j'ai eu quand j'étais en exil. Quand on fait le députage... Mais il n'est pas innocent, donc. Oui, il n'est pas... Mais il rappelle même le coup d'État de 99, qu'il appelle un coup d'État instrumentalisé. Donc, pour moi, dans la tête du président Bédié, il se dit, on a fait le tour. Vous vous êtes mis ensemble pour me renverser en 99. Nous nous sommes mis ensemble pour te renverser. Aujourd'hui, Ouattara, lui seul, il a réussi à nous cornaquer et à faire son 3e mandat. Bon, moi j'ai 87 ans, 91 ans en 2025. Je pense que essayons de proposer autre chose aux Ivoiriens pour qu'on puisse sortir de la crise. Moi, je pense qu'il est crédible parce qu'il a été au début, il doit être à la fin. Comme on dit, il faut terminer ce qu'on commence. On a bien compris votre point de vue, monsieur. Il nous reste 9 minutes pour terminer cette émission, alors que nous avons un sujet, je finis. Je vais vous donner à chacun 30 secondes pour réagir rapidement. Félix Boni, à vous. Je reviens à vous tout de suite. Félix Boni, 30 secondes, allez-y. Tu sais, l'hypnose et la sclérose, ce sont deux éléments qui se rejoignent. Et comme je ne suis pas un sclérosé, donc je ne suis pas non plus hypnotisé pour ne pas avoir un raisonnement qui soit quand même compréhensible. Mais dans le discours du président Bédié, je ne sais pas si tu veux trouver des éléments pour le mettre à la retraite, mais je crois que c'est toi qui le mets à la retraite. Non, lui, dans sa lecture, le président Bédié annonce un début de retraite. C'est son analyse. C'est une lecture. Clairement, ce discours qu'il commence en disant « Mon ambition pour la Côte d'Ivoire est encore grande », ce n'est pas une retraite qu'on prend. Et cette retraite-là, il n'appartient pas au président Bédié de faire un dialogue national. Il appartient à celui qui est au pouvoir d'apprendre l'initiative de ce dialogue. Et donc, c'est pourquoi il dit que le président... C'est ce qu'il a demandé. Justement, c'est pourquoi il dit que le président Ouattara est un élément essentiel de ce dialogue. D'accord, très bien. Ça se comprend. On vous a bien compris, Félix. Je reviens à vous, André. Aristide, 30 secondes, rapidement. Félix m'avait interpellé en me demandant de donner le nom d'un leader qui ne tire pas à la couverture vers lui. Il ne pense pas qu'à lui seul. Il ne pense pas qu'à lui seul. Je te regarde droit dans les yeux. Alassane Ouattara. S'il vous plaît, monsieur. Moi, j'ai attendu mon temps. Terminé, allez-y. Vous avez vu que quand vous parlez, moi, je me calme, je ne parle pas. Allez-y. Donc, je te regarde droit dans les yeux, Félix. Alassane Ouattara est un leader porteur de sens. Il travaille depuis 1967. Et depuis 1967, il a toujours travaillé. Et quand vous êtes président de la République, vous créez les conditions pour que le peuple soit fier de vous. Et il faut justement, vous l'avez vu, vous n'avez même pas à vous entendre depuis que vous parlez là. Parce que justement, même si on lance ce débat, ce sera pour le bavardage inutile. Il faut qu'on revienne aux valeurs, comme vous dites chaque jour. Mais la première valeur, c'est la valeur travail. Et il faut que le président Gbagbo qui vient d'arriver nous dise comment il a trouvé la Côte d'Ivoire. Quand il partait en 2010, la Côte d'Ivoire était où? C'est ce qu'on appelle la diatopie. Vous vous superposez les cartes et vous voyez ce qui a été fait. Je te regarde encore droit dans les yeux, Félix. Le président Alassane Ouattara est un leader porteur de sens parce qu'il a le don de soi, il travaille pour son peuple.
On vous a bien compris, Aristide. André? Je pense qu'il faut relever quelque chose ici. Le dialogue dont parle le président Henri Konan Bédié n'est pas du tout nouveau dans son discours. Voilà, il l'avait déjà prononcé à l'issue des événements, quand il avait rencontré le président Alassane Ouattara à l'hôtel du Golfe. Donc le dialogue n'est pas... Récemment encore, le PDC le rappelait dans l'une de ses déclarations. Par contre, l'élément nouveau, c'est la référence à Dieu. Oui, non, c'est très important. Il a eu un discours marqué par des passages bibliques. On croirait lire Simone Gbagbo. Et il a rappelé à plusieurs reprises sa foi, la foi. Voilà, donc ce sont ces deux éléments. Mais j'estime que cette réconciliation, moi, en tout cas, entre Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, moi, je la salue parce que tout ce qui relève la réconciliation, elle est bonne. Ils veulent associer, ils veulent que le président Alassane Ouattara prenne le leadership de la réconciliation, c'est bon. Mais il y a quand même deux personnalités aussi qui sont de la nouvelle génération, qui sont encore en exil, en l'occurrence Charles Blé Goudé et Guillaume Soro. Cette réconciliation ne doit pas se faire sur leur dos. Très bien.